la dépression, le divorce, les peines d'amour, tellement de sujets qui permettent souvent à des artistes à avoir une inspiration forte pour concevoir leur album, parfois ce qui va être même le meilleur album et tout. C'est un peu ce qu'on peut voir un peu avec le premier album un peu de Phil Collins, Face Value. Face Value, ça va faire 6-7 ans que je le suis. Et bordel, c'est un très 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 bon album. Même si quand tu regardes un peu le personnage de Phil Collins, c'est pas pour je veux pas le manquer de respect. Je veux pas manquer de respect à l'incroyable carrière qu'il a eu et l'incroyable artiste qu'il a eu. Et c'est pas comme si je le connais personnellement, mais en regardant la plupart des documentaires, en regardant aussi parfois un peu les aspects de sa vie privée et tout, quand tu écoutes Face Value et tout, sincèrement, hein, ça, c'est marrant que c'est bien fait, c'est magnifique, c'est bien composé et tout, mais c'est fait par quelqu'un que si on était dans les années 2010 ou 2020, on aurait classifié un peu ce mec-là d'incel ou de Red Pill ou tout ce que vous voulez, parce que l'album un peu est dans la perspective d'un gars comme ça. En gros, un peu, si je peux un peu vous résumer un peu et tout, Face Value est une version un peu musicalement riche d'un album un peu comme Take Care de Drake. Si vous voyez, je parle en termes de concept un peu comme son comme Marvin Room un peu, qui parle, oui, d'une fille avec qui il ne sort plus et qui a un peu une sorte de vengeance un peu par rapport à une nana et tout, comme Drake le racontait. Face Value est un album qui a été conçu après le divorce de Phil Collins avec sa première femme un peu dont j'ai oublié encore le nom. Je sais plus comment elle s'appelait encore cette femme-là, je vais la sortir un peu en post-prod. Et tout l'album a été composé dans cet état d'esprit et autres et tout là, parce qu'après à un moment donné où il avait arrêté de travailler un peu plus ou moins avec Genesis, dont il était devenu le lead vocaliste après le départ de Peter Gabriel, il a commencé à concevoir cet album là plus ou moins à l'époque où il vivait ce divorce houleux un peu avec sa première femme. Et tout le disque parle de ça. Quand tu écoutes In the Air Tonight, quand tu écoutes I Miss Again, quand tu écoutes peut-être ma chanson préférée de l'album, If You Leave Me It's Easy, The Roof Is Leaking, This Must Be Love, tu écoutes tout ce morceau là, puis comment on appelle ça, un peu la souffrance, puis un peu de la haine un peu avec sa première femme un peu qu'il a laissée et qui est partie avec les enfants. Il y a beaucoup de ressentiments et autres et tout, mais le truc c'est que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien construit, c'est tellement magnifiquement composé. Lui qui a travaillé avec Hugh Padgham avec qui déjà qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé même avec Peter Gabriel. Il s'inspirait même plus ou moins aussi du travail solo un peu de Peter Gabriel un peu pour faire ça. Hugh Padgham aussi qui est un incroyable producteur avec qui il a participé, et surtout aussi à l'influence beaucoup de la musique soul américaine, notamment Wind and Fire Horns là, les premiers, et puis il y a eu je sais plus le deuxième qui était les Phoenix Horns, je me trompe pas un peu dans l'histoire des Wind and Fire, parce qu'ils ont eu deux qui étaient dirigés par un certain monsieur particulier qu'il a, j'ai oublié encore son nom. Attendez, ton nom c'était encore quoi encore? Il s'appelait Tony machin là, qui apparaît même un peu dans le documentaire que vous voyez au début là. Vous allez le voir là, il apparaît là sur le truc de post-prod. Je vais sortir aussi plus ou moins son nom. Et l'influence de la soul
de la soul un peu des années 70, des Smokey Robinson, mais c'est ça qui est très passionnant, hein. J'ai fait même plusieurs sujets sur ça en parlant des Blue Nile. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Blue Nile, si vous n'avez pas vu mon sujet aussi sur Dolphin Brothers ou Japan aussi plus ou moins. Ces Anglais là, puisque Phil Collins est anglais, les Anglais blancs qui étaient très fans de soul et tout, j'aime beaucoup la approche un peu de la musique soul, un peu ces gars là qui ont créé. Je sais pas que ça vient aussi du même mouvement, mais toute cette new wave un peu anglaise là fait par des Caucasiens, des Toubabs un peu. Plus ou moins autres, où ils s'inspirent de la soul, la musique, mais comme ils sont blancs, ça sort un peu un délit différent. Everything But the Girl, Phil Collins, Still Conceal et tous ces groupes-là. Moi, j'aime beaucoup un peu le style que ça donne, un peu. Ça donne quelque chose qui est un peu en contraste un peu avec la musique soul américaine qui est beaucoup plus chaude en termes de sensibilité musicale. Là où, avec eux, même quand ils parlent de musique soul, quand ils abordent un peu le sujet, quand ils abordent un peu le style soul, ça fait quelque chose un peu de plus froid. Je sais pas un peu si on arrive à comprendre la sensibilité musicale, en tout cas de la manière dont je perçois. C'est comme ça un peu que je perçois un peu la musique, comment elle est faite un peu par ces Anglais blancs là. Et plus ou moins Phil Collins est quelqu'un qui renvoie ça, et Face Value et tout. C'est vraiment un album génial, mais quand tu vois le concept, quand tu vois la thématique et tout, tu te dis, mon Dieu, si c'était sorti dans les années 2020, on aurait un tout autre regard un peu sur l'album là. Ce serait l'hymne national des Red Pill et des Incel, quoi, parce que c'est vraiment ça. Et la vie privée de Phil Collins n'est pas joyeuse sur ce plan-là. On parle de ses divorces avec sa première femme, mais il y a un autre divorce là encore qui était assez lunaire, je pense, avec comment s'appelait sa deuxième femme qu'il avait eu là. Il avait une deuxième femme avec qui il s'était marié, il a divorcé, il est revenu là. Il faut que je retrouve un peu son nom de cette femme là. Cette histoire là m'avait rendu complètement dingue. Elle s'appelait comment encore cette femme là? S'appelait comment encore cette femme là? Je vais la sortir après un peu le nom. Bref, je crois que c'était sa troisième épouse un peu, si je me trompe pas. Sa troisième épouse, plus ou moins, avec qui elle était sortie dans les années 90 et qui avait donné un divorce légendaire, si je me trompe pas, un divorce légendaire. Elle s'appelait Sylvie, je pense, un peu, ouais. Voilà, Oriane Sylvie, je pense. Elle avait donné un divorce légendaire où elle avait pris plus de 25 millions de livres sterling et tout, de sa fortune. Ils avaient divorcé ils ont divorcé là-dedans. Et après, je pense que la même femme, il s'était remarié quelques années plus tard avec cette même femme-là. Plus ou moins, il s'était remarié encore avec elle qui avait déjà pris plus de 25 millions de sa fortune et tout. Elle s'était remariée avec cette femme-là, et quelques années après, à un moment donné où Phil Collins devenait de plus en plus malade, c'est-à-dire il y a une maladie qui commence à devenir faible et tout, cette femme-là la trompait un peu avec une sorte de toy boy qui vivait dans une des maisons à Miami de Phil Collins, si je me trompe pas. Et je pense qu'ils ont eu encore un deuxième divorce encore, mais c'était n'importe quoi quand j'ai lu l'histoire là, et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Toute la vie sentimentale de Phil Collins, bon, je veux pas le juger humainement, mais elle est compliquée. Elle est vraiment compliquée, parce que je pense que sur le personnage, c'est pas quelqu'un de très bon en relation amoureuse un peu. Il a un peu le profil un peu, quand tu regardes un peu le personnage, il a un peu ce genre de profil un peu geek, angry, je sais pas un peu comment, un peu le genre de gars, bon, qui avait du drive à réussir sa vie professionnelle, mais derrière cette réussite professionnelle, il y a beaucoup de frustration, parfois avec le sexe opposé et autres et tout, et parfois j'ai l'impression qu'il a eu besoin souvent d'acheter l'affection
du sexe opposé pour pouvoir résister. C'est pour ça que la plupart des femmes qui l'ont côtoyé et tout, il y a toujours ce rapport où elles essayent beaucoup plus de prendre sa fortune que de rester avec lui. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup de divorces un peu dans sa... Il a eu quoi, 3 divorces et 3 divorces avec la même femme. Donc c'est 3 divorces et dont deux avec la même femme. Donc c'est un peu abusé, quoi. Et une femme qui avait déjà pris 25 millions là. Regarde, c'est lui là. Bon, l'histoire là était en même temps drôle mais très très triste, et c'est plus ou moins un peu la vision du personnage quand je l'ai remis et tout. Et Face Value, son premier album, un peu peut montrer déjà un peu quel est le caractère du truc là. Un album qui a eu énormément de succès, hein, et que je dirais même il a beaucoup d'impact, il a beaucoup d'impact parce que quand je écoute un peu la structure musicale de cet album là, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce fut une forte inspiration pour Kanye West pour l'album 808 Heartbreak. 808 Heartbreak et où tout puise son inspiration vraiment sur le son des années 80 de cette fameuse new wave anglaise, un peu new romantique anglaise, un peu dans la structure un peu musicale, un peu que tu pouvais entendre de Kanye West là-dedans. Et là où Face Value parlait du divorce de Phil Collins avec sa première femme, 808 Heartbreak parlait justement de la douleur de Kanye West par rapport à la perte de sa maman et tout. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur 808 Heartbreak, n'hésitez pas à le regarder. Je vous mets le lien en description. Il apparaît sur votre écran là et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'impact par rapport à cet album là et autres et tout, parce que c'est un peu structuré de la même manière, même si c'est pas totalement le même thème, mais c'est à peu près structuré de la même manière, parce que quand je suis cet album là, ça m'a renvoie un peu à 808 Heartbreak en termes de émotion brute par rapport à quelqu'un qui arrive à exprimer non pas seulement sa frustration mais beaucoup plus sa tristesse un peu par rapport à un événement donné. C'est à peu près un peu ce que je peux dire un peu par rapport à cet album qui est pour moi un chef-d'œuvre. Mais avec le temps, même si c'est un chef-d'œuvre musical un peu en termes de composition, en termes d'interprétation et en termes de trucs, le thème un peu, tu te dis à une autre époque, ça sort cette époque-là, 2020-2025. On le regarde autrement et autres et tout. C'est pour ça que c'est assez particulier, et surtout sa première femme un peu qui a pas supporté un peu le regard qu'on a eu sur elle à cause justement de l'impact de cet album là, puisqu'on la voit un peu pour la méchante. Et moi j'ai envie de dire, dans ce genre de situation, les torts sont souvent partagés, et quand je vois un peu le personnage de Phil Collins et les autres mariages qu'il a eu après, j'ai envie de dire c'est pas la première femme qui avait un problème. Je pense que c'est lui qui a un peu le problème un peu par rapport à ça. Mais c'est un album que je vous recommande fortement. Vous connaissez tous les fabuleux titres qui sont là-dedans: In the Air Tonight, Behind the Line, This Must Be Love, I Miss Again, If You Leave Me It's Easy, Over the Rainbow. Plein de fabuleux morceaux qui ont bien vieilli avec le temps et que j'apprécie encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est avec certaines un peu joie que je vous partage un peu ce truc-là. J'avais déjà fait ce sujet-là, mais il était mal enregistré. J'avais décidé de le refaire un peu, qu'il soit un peu beaucoup plus clean et beaucoup plus clair. En tout cas, j'espère que vous allez le plaire, que vous allez l'écouter et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.